Ouais, on va parler de Mon Petit Poney dans l'émission, et tu vas faire quoi alors? Et vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Comme si t'emmenais la femme d'un copain au resto ou au cinoche. Pour lui tenir compagnie, c'est tout. Un studio portatif de télévision. Tu t'y attendais à ce scénario? Mais, Dieu, qu'est-ce qui va pas avec cette prise? Si je ne sors pas très vite de score, je vais y rester prisonnier. Bonjour à tous et bienvenue dans Soyons Bon Public. L'émission est à retrouver à la fois en podcast ou sur YouTube tous les 15 jours, le lundi à 17h. Et on va commencer avec le sommaire de l'émission. Dans cette émission, nous allons parler d'un sujet qui peut faire débat. Et cette semaine, on revient sur l'IA qui menace les comédiens de doublage. Mais avant de me tomber dessus dans les commentaires, on va revoir sur pourquoi la cause est importante, surtout pour notre culture française. Je reviendrai également sur quelques news en bref avec Sans un bruit jour 1, Green Lantern la série et enfin Wolf. Enfin, je terminerai par une recommandation, que ce soit une série ou un film, qu'il soit récent ou non. Bref, je vous en parle en fin d'émission et cette semaine, je veux vous parler de Maggie avec Arnold Schwarzenegger. Et ça commence maintenant. Dans le dossier de la semaine, on revient sur l'IA qui est en train de menacer le métier de doublage. Notre VF est un trésor national. Je sais que beaucoup sont anti-VF dans le monde de la critique ciné. Personnellement, j'adore les deux versions et le travail colossal aussi de traduction dans la langue de Molière. Certains doubleurs iront même à faire mieux que la VO, n'en déplaise à certains puristes. En France, nous avons même une technique inventée à Paris, la bande rythmographique, qui est une bande à l'origine calligraphiée, aujourd'hui numérique, défilant sous l'écran et dont le texte est en synchronisme parfait avec les mouvements des lèvres. C'est un savoir-faire français qui sera par la suite exporté comme au Québec. Et encore, le Québec n'est pas non plus la seule nation à l'adopter. Même si les Américains ne doublent pas les films étrangers, préférant se les approprier en faisant des remakes, trahissant parfois même l'œuvre d'origine, ou parfois en les sublimant, ça dépend lesquels dont on parle, la bande rythmo est également utilisée chez eux quand il faut remplacer la voix d'un personnage pour le rendre par exemple plus menaçant, comme au hasard la voix de James Earl Jones remplaçant l'acteur David Prowse quand il incarnait Dark Vador en 1977. Ou même d'ailleurs Dark Maul, qui en version originale n'est pas la voix de Ray Park, le comédien qui l'incarne, mais celle de Peter Serafinowicz que vous avez pu voir par exemple dans Les Gardiens de la Galaxie ou même John Wick chapitre 2. Hormis cette technique française utilisée à travers le monde, nos comédiens de doublage sont avant tout des comédiens et ça change tout dans la manière de faire, car il y a bien la notion d'incarner un personnage. J'adore par exemple deviner le nom d'un comédien de doublage comme un blind test quand je regarde des films, ou si je connais pas le nom, me dire dans quel film j'ai déjà entendu sa voix. Et oui, je fais pareil quand je joue à un jeu vidéo également. Donald Renew, Dorothée Pousseau, Philippe Pétu entre autres, des grands professionnels de l'industrie du doublage interpellent nous, le public, ainsi que la ministre de la Culture Rachida Dati, car leur métier est en danger. Ces comédiens risquent carrément d'être remplacés. Alors cette sonnette d'alarme, initiée par ces artistes, pourrait être une légère peur concernant l'IA qui menace beaucoup de métiers en réalité. Aujourd'hui, on entend par exemple beaucoup de personnes dire que leur métier est menacé d'ici quelques années. Il y a encore le temps. L'humain est encore utile à l'heure où on se parle. Sauf que pour le métier de doublage, eh bien ce n'est pas dans quelques années, mais aujourd'hui. Car les réseaux sociaux ont relayé quelques extraits d'une série d'animation, My Little Pony, qui, à sa sortie, au niveau de la saison 2, intégralement doublée par une IA. Et ce que je peux vous dire, c'est que ça fait très peur pour l'industrie. Je pourrais vous dire que c'est totalement dépersonnalisé, cela manque d'émotion, ce n'est pas abouti concernant les extraits de cette série de Mon Petit Poney saison 2. Mais je suis désolé, j'ai tout de même été bluffé par l'IA. Je sais que c'est pas bien de le penser, qu'il s'agit d'un ordinateur, mais pour être tout à fait honnête avec vous, je dois avouer que l'IA reste assez impressionnante dans son avancée. Alors quand le show est sorti, en janvier 2024, car c'est passé relativement
relativement inaperçu, le changement de voix entre la première saison et la deuxième avait mis le doute, on va pas se mentir. Beaucoup avaient même écarté que c'était une IA. Il a fallu attendre la confirmation de Nathalie Stas, comédienne et directrice artistique qui travaille depuis longtemps sur la franchise. Elle déclare d'ailleurs: la première saison a été doublée par les humains, la seconde a été faite par Morphing. Hasbro d'ailleurs, donc ceux qui détiennent les droits, a fait un communiqué simple et honnête en indiquant vouloir tout simplement réduire les coûts. Oui, c'est loin d'être parfait, évidemment. Problème de traduction, certaines intonations sont à revoir, évidemment, mais l'IA est capable d'être de plus en plus convaincante. Et les studios risquent d'investir de plus en plus sur ces méthodes qui réduisent drastiquement les coûts de production. Alors, l'alerte des comédiens de doublage n'a jamais été aussi nécessaire qu'aujourd'hui. Protéger notre culture, notre savoir-faire, que cela reste une exception culturelle. Alertez sur Twitter avec le hashtag touche pas à ma VF. J'ai mis les liens d'ailleurs également en description pour la pétition pour que vous la signiez sur cette cause qui reste très importante. Et vous, quel est votre comédien de doublage préféré? Qu'est-ce que vous pensez justement de ce doublage en IA? Dites-le moi en commentaire. Et maintenant, les news en bref. Deuxième partie de l'émission, les news en bref. Alors concernant la première news, on connaît la durée du film Sans un bruit jour 1. Alors cette news peut paraître anodine comme ça, et vous aurez raison, mais c'est aussi pour évoquer la bande-annonce, car on n'a pas eu l'occasion d'en parler. Le film devrait durer 1h40, soit le plus long de la saga. Si ce film semble bien différent des deux premiers, puisqu'ici on sera plus dans le genre catastrophe, côté action d'ailleurs, que le côté intimiste que nous avions l'habitude de voir avec les films de Krasinski, cela peut justement donner un petit coup de fouet qui me plairait, je dois l'avouer. De plus, suivre d'autres personnages dans cet univers, je serais assez client. Et puis le casting, il est assez alléchant, Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Alex Wolff et Denis Sauer. Reste un personnage que nous avions déjà vu dans le deuxième opus, Jimon Unsu. La bande-annonce est là pour montrer le changement radical de l'œuvre en étant plus spectaculaire. Pour rappel, le film sort en salle le 26 juin 2024. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement ce que vous pensez de cette bande-annonce. Est-ce que la durée vous fait peur? Deuxième news, Damon Lindelof va s'occuper d'une nouvelle série de super-héros après Watchmen. En effet, c'est même James Gunn qui en fait l'annonce officielle. Oui, c'est vrai, la série Lanterns DCU rassemble une équipe d'écrivains de talent basée sur un merveilleux scénario pilote et une bible de Chris Mundi, Tom King et Damon Lindelof. Bienvenue chaleureusement à Chris et à Damon Lindelof alors qu'ils rejoignent la famille DC Studios. Même si son travail sur Lost est discutable, le créateur de The Leftovers et de Watchmen a toute mon attention. Et pourtant, l'univers de Gunn ne m'intéresse pas réellement. Mais l'annonce de cette équipe semble tout de même attirer ma curiosité. En effet, la série serait proche de True Detective et c'est Peter Safran qui en parle. C'est basé sur Terre, il y a deux de nos Green Lantern préférés, Hal Jordan et John Stewart. La série joue un très grand rôle dans l'histoire principale que nous racontons à travers nos films et nos séries. C'est un spectacle très important pour nous, précisa-t-il. Rappelons que le producteur Chris Mundi a produit justement True Detective, mais aussi Ozark, qui était une très bonne série, et cette personne justement est également de la partie. Pour l'instant, le casting reste encore mystérieux, pas d'annonce officielle non plus, ni de date de sortie. Et vous, qu'est-ce que vous pensez de ce projet? Dernière news, la bande-annonce The Wolf a été dévoilée. Film d'auteur de John Watt, réalisateur de la dernière trilogie Spider-Man. Oui, je sais, ça donne pas envie quand on le dit comme ça, mais c'est George Clooney et Brad Pitt, donc peut-être un espoir, non? Alors Wolf, c'est l'histoire de deux professionnels, Brad Pitt et George Clooney, chargés de nettoyer la même scène de crime et même de travailler ensemble sur la même mission, et ce malgré leurs habitudes de bosser en solo. Nos deux loups solitaires, d'où le titre, vont devoir faire équipe alors qu'ils s'y refusent. On peut dire que c'est pas très original, on sent que le film est assez déjà vu en réalité. Le seul point positif qu'on peut donner un tant soit peu à ce projet, c'est le duo entre Clooney et Pitt qui sont toujours aussi impeccables à l'écran et qui rendent d'ailleurs le projet sympathique sans révolutionner quoi que ce soit à l'image finalement du cinéma de John Watt. Réponse en tout cas le 18 septembre 2024. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette bande-annonce? Et pour finir l'émission, ma recommandation.
Troisième et dernière partie de l'émission, ma recommandation. Alors ça peut être un film, une série, que ce soit une œuvre ancienne ou récente, hein. Peu importe, considérez ça comme une mini-critique, car je n'irai pas forcément dans le détail. Et c'est parti. Alors avant de commencer cette critique, on a évoqué en début d'émission le doublage français sur un exemple où un comédien de doublage VF peut sublimer le travail d'un acteur hollywoodien. Eh bien, l'exemple c'est bien celui de Daniel Beretta doublant Arnold Schwarzenegger. Et c'est l'occasion pour moi de lui rendre un dernier hommage, car cet artiste nous a quittés à l'âge de 77 ans le 24 mars dernier 2024. Cette voix mythique donnera du cachet et une intonation reconnaissable et charismatique. Cette voix aura bercé mon enfance tout en sublimant le jeu d'Arnold Schwarzenegger. Évidemment, il le double également dans le film dont on parle aujourd'hui. Le film est réalisé par Henry Hobson et produit également par son comédien principal Arnold Schwarzenegger. Abigail Breslin, qui avait déjà joué dans un film de zombies, dans Bienvenue à Zombieland, qui est choisie pour jouer Maggie, la fille d'Arnold Schwarzenegger dans le film. Le scénario faisait partie, tout comme Demolition dont on a parlé il y a 2 semaines, de la blacklist d'Hollywood, les scénarios les plus appréciés. Pour l'histoire du film, alors qu'une terrible pandémie se propage à travers les États-Unis, le gouvernement impose de placer les malades infectés par le virus en quarantaine, où ils se transformeront en zombies, totalement retranchés du monde. Lorsque Maggie, 16 ans, apprend qu'elle a été contaminée, elle s'enfuit. Mais son père, Wade Vogel, est déterminé à la retrouver et à la protéger, coûte que coûte, même s'il lui faut affronter les forces de police. Ce film présente notre Arnold sous un autre jour, mais pas seulement. Il y a également le traitement des zombies, ce qui en soi est une très bonne chose. Beaucoup de films sont sortis sur le sujet depuis 28 jours plus tard, et il semble que ce genre découle des déclinaisons assez intéressantes. Ce genre de film joue plus sur l'infection, la maladie, et on se sent impliqué dans ce genre d'histoire. On peut même s'identifier à certains personnages. Il faut y voir un effet miroir d'un cancer ou d'une maladie qui tue lentement, comme l'avait fait La Mouche de David Cronenberg. Alors, qu'est-ce qui change ce film par rapport à un World War Z ou The Walking Dead? C'est la lenteur de l'infection. 4 à 8 semaines, cela dépend des personnes. L'idée, certes pas très originale, prend beaucoup de sens dans le film et fait écho tout de même au virus du sida. Je parlais de cancer plus tôt, mais ici, la référence est un peu plus appuyée. Après tout, au début des années 80, les chercheurs découvraient le virus et on savait très peu de choses sur ce dernier. Je vous conseille par exemple Philadelphia ou Harvey Milk qui traitent également de ces sujets. Ceux qui étaient infectés furent rejetés ou regardés comme des pestiférés ou des êtres différents, même par la famille ou les amis. Dans ce film, plusieurs moments y font référence. Le regard d'un père, d'une mère, de la police ou même de ses amis, c'est plutôt très bien traité et assez bien amené, je dois l'avouer. Après, toutes les secondes lectures marchent également, comme le cancer, je parlais tout à l'heure, ou les autres maladies lentes qui conduisent à la mort. Le regard de nos proches change et la façon dont on est perçu également. Cependant, la scène dans la salle d'attente semble confirmer mes dires, avec cette mère de famille qui éloigne son enfant de Maggie, avec un regard très apeuré. Autre thème du film, celui du deuil et de l'absence qui est omniprésent, que ce soit dans l'absence de couleur, l'expression des personnages, le silence est très présent. On joue beaucoup sur les moments de vide par exemple, qui sont très importants pour accentuer le drame que vit ce père, sachant que l'échéance arrive. La tension est très soutenue, beaucoup de plans sont fixés sur le vide, objet ou pièce. On a également la maman disparue, et l'absence d'ailleurs de cette maman y est beaucoup abordée, ce n'est pas anodin. Le meilleur ami ou le petit ami qui est infecté aussi joue ce rôle de maladie avancée, qui fait poser beaucoup de questions sur ce qui arrivera à Maggie par la suite. Les enjeux sont alors multipliés grâce à ce personnage. Ensuite, parlons de la performance d'Arnold, qui semble avoir trouvé un rôle qui correspond à son âge. C'est le premier film où vous le verrez ne pas se servir d'une arme, seulement de la tenir au cas où. Nous voyons un Arnold déboussolé, aimant, prêt à tout, pour rester le plus longtemps possible auprès de sa fille. Sa prestation est très bonne et casse l'image testostérone des années 90 en quelques secondes. On a même quelquefois du mal à le reconnaître et dans notre tête se murmure et dire que c'est lui qui joue Terminator. À l'heure où il reprend d'anciens rôles plus que de nouveaux personnages, il est fort dommage pour l'acteur de ne pas avoir continué dans cette voie. Je dois avouer, quand j'ai vu Maggie, j'avais beaucoup d'espoir justement. J'ai toujours trouvé ridicule que ces franchises comme Terminator, Rambo ou Indiana Jones ne savent pas couper le cordon avec les spectateurs et ne pas savoir avancer en tant qu'acteur.
pour pouvoir explorer d'autres rôles, plus conformes d'ailleurs à leur âge, mais tout aussi intéressants. Seul Rocky, dans Creed, a su le faire. Ici, dans Maggie, Arnold y est bouleversant. Je parlais de l'absence d'aspect apocalyptique, car dans le film, et là c'est une réelle nouveauté, tout le monde n'est pas infecté. Il s'agit certaines fois d'un membre de la famille, quelques personnes infectées ici et là, car la maladie est très suivie par les autorités et les médecins. La réaction des personnages de la ville est très réaliste. Ce qui doit être fait sera fait. C'est comme ça et pas autrement. On suit toujours une procédure spécifique suite à l'acceptation des personnages qui amènent leurs proches en quarantaine. Et quand on a subi le Covid, même si effectivement ça reste là d'un film des années 2015, ça reste quand même assez flippant. La fin, cependant, me semble très facile pour ma part. Le film reste assez court, 1h37. Alors attention spoiler, si vous n'avez pas vu le film, quand je parle du final, je parle uniquement des dernières secondes, qui se déroulent à l'extérieur, car la scène d'avant m'a beaucoup touché. L'idée d'avoir encore de l'humanité. Ce père de famille est le seul à ne pas l'avoir rejeté durant la progression de la maladie. C'est une scène aboutie avec beaucoup de tension et à la fois très poétique. Cependant, j'ai eu beaucoup de mal avec la suite. Les dernières secondes, même si c'est assez attendu finalement, car quelle est l'issue pour ce genre de cas finalement? Mais peut-être trop facile dirons-nous. Peut-être s'agit-il d'une erreur de premier film chez le réalisateur, car il y a un petit goût d'inachevé quelque part, car le film nous proposait tout de même quelque chose de nouveau, sans être révolutionnaire. Alors je vous rassure, ça n'engage en rien le film. En résumé, ce film est très bon et ne passe pas à côté de ses thèmes. Cela permet de voir un Arnold sous un nouveau jour, un peu comme le bon vin que l'on a laissé vieillir, et qui en ressort fort et appréciable. C'est l'occasion aussi pour vous, si jamais vous le regardez en VF, d'apprécier toujours le doublage de Daniel Beretta. Cependant, le petit défaut du film serait sa fin, un peu facile, mais qui n'engage en rien l'expérience, et reste le meilleur film d'Arnold de ces 15 dernières années, rien que ça. Je pourrais développer encore, mais je vais m'arrêter là concernant le film. Cependant, on peut continuer à en parler en zone commentaire, j'en serais ravi d'en parler avec vous. Voilà, c'est terminé pour cette nouvelle émission. En tout cas, rendez-vous dans 2 semaines pour la prochaine émission. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je précise qu'il s'agit d'un avis et non d'une pensée unique. Pensez à liker, commenter, mettre un pouce bleu et d'activer la cloche pour ne rien rater. Nous sommes dispo sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram. Les liens sont dans la description. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Je vous invite donc à vous abonner quelle que soit la plateforme et de laisser un commentaire. Nous y répondrons avec plaisir. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures. Bonne soirée à tous.